Bienvenue à tous, je me présente, Mathieu Fert, je suis expert comptable au sein du cabinet Syndex et je travaille de façon poussée sur les questions d'optimisation fiscale. Et Elsa Costanzo, du coup, pareil, experte à Syndex avec une casquette économie, finance, depuis bientôt 10 ans. Et donc, oui, j'ai accompagné aussi des CSE sur la question de l'optimisation fiscale. Et peut-être un mot sur le fait qu'on est un peu la face immergée de l'iceberg, sachant qu'on a un groupe de 7 à 8 personnes au sein du cabinet qui travaillent de façon spécifique sur les questions d'optimisation fiscale, donc qu'on représente ici. Mais effectivement, c'est une initiative cabinet que de travailler de façon poussée sur ces questions qui nous semblent très impactantes pour les salariés. Donc nous voilà dans le vif, avec un programme qui nous attend dans un premier temps, de présentation de cette problématique des prix de transfert et de ce en quoi elle est essentielle pour nous et pour vous. Et dans un deuxième temps, on va essayer de garder pas mal de temps pour les questions-réponses, pour vous écouter et pour essayer de répondre à vos interrogations éventuelles. L'objectif, c'est vraiment que vous repartiez avec des fils à tirer. Peut-être avec un mot d'introduction sur ce en quoi cette thématique nous semble essentielle et l'est très probablement pour vous. Euh, euh, c'est effectivement une thématique qui est complexe, mais qui est, selon nous, éminemment impactante et à double titre vous concernant, au titre de contribuable, sachant que ce qui n'est pas laissé dans les caisses de l'État doit in fine être compensé par les autres contribuables. En tant que salarié IRP, dans la mesure où on va essayer de vous le démontrer, on a un impact sur la rémunération des salariés, voire sur la stabilité de l'emploi. Donc vous êtes, selon nous, dans tous les cas concernés. Ah oui, et d'autre part, un point, c'est qu'on est vraiment très content de voir autant de monde, sachant qu'on a un nombre d'inscrits qui est plutôt impressionnant, autant de monde autour de cette question qui est complexe, mais qui est essentielle selon nous. Il peut arriver que certains élus dans des filiales autonomes, dans des entités complètement autonomes, voire indépendantes, soient peu concernés par la problématique des prix de transfert ou de l'optimisation fiscale. Simplement, tout salarié de filiale de groupe est concerné. Parce que on va y revenir, mais qu'est-ce qu'impactent les prix de transfert? C'est l'ensemble de la construction des comptes et donc la capacité à dégager de l'épargne salariale, voire à être en bonne posture pour négocier les rémunérations. On va y revenir. Et en fait, in fine, tout le monde est concerné dans la mesure où, on va le voir, l'évitement fiscal a un impact sur les finances publiques très important et donc sur les services publics et enfin la pression sur les services publics et l'impôt que vont devoir porter les autres contribuables. Et on va commencer peut-être en rentrant directement dans le vif par la définition des termes autour des prix de transfert. On entend parler d'optimisation fiscale agressive, d'évasion fiscale, de fraude fiscale, d'évitement fiscal. Donc on est un peu perdu souvent dans l'ensemble de ces terminologies et c'est important de revenir à la base, c'est-à-dire on a une question centrale qui est quand on a des groupes multinationaux avec des relations croisées très complexes, comment on peut répartir la valeur ajoutée produite entre plusieurs pays, plusieurs États. Euh, cette question, elle est éminemment complexe, mais on a une réponse des normes OCDE. Donc l'OCDE, c'est l'organisme international qui travaille justement sur la normalisation des prix de transfert, donc des relations entre les filiales au sein d'un même groupe et donc la répartition de la base taxable entre les différents États. Étant entendu que le groupe, sans ces normes, aurait tout intérêt effectivement à placer sa valeur ajoutée dans des pays à très faible taxation. Donc l'OCDE a répondu par des normes fiscales qui sont ensuite appliquées en droit par les administrations fiscales et avec un principe clé qui est le suivant, payer les impôts là où la valeur ajoutée est créée. Donc le principe a l'air très sympathique, mais ça reste relativement flou. Et en l'occurrence, l'OCDE a bâti un certain nombre de normes précises pour être en capacité de tarifer chacune des relations entre la filiale et son groupe d'appartenance.
et avec un principe fondateur qui est le prix de pleine concurrence ou le prix de marché. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au fait de dire il faut trouver des moyens de rapprocher les relations entre deux entités d'un même groupe, de relations entre deux entités indépendantes. Donc c'est ça le prix de pleine concurrence, c'est qu'on fait comme si ces deux filiales étaient indépendantes et on essaye d'avoir des mécanismes de vérification de la tarification des relations. Bon, on ne va pas rentrer dans l'intégralité des mécanismes ici, mais ça c'est le principe clé de l'OCDE, qui a vocation justement à garantir qu'il n'y ait pas de double exemption. C'est le fait qu'un flux, une relation donnée ne donne lieu à aucune taxation et qu'il n'y ait pas de double taxation, c'est-à-dire que deux États appliquent des règles différentes et finissent par taxer deux fois un même flux. Donc là, on a les principes de base et des normes qui sont à la fois très détaillées, c'est-à-dire que les normes OCDE, c'est des pavés de 300 pages, plutôt détaillés, mais il faut sortir de l'idée qu'on est face à une approche scientifique, sachant qu'il y a beaucoup de porosité dans ces normes, de place à l'interprétation, et qu'à côté de ça, les entreprises, face à ces normes, ont utilisé tous les leviers possibles pour réduire leur imposition, et donc, in fine, arriver à placer cette valeur ajoutée dans un pays à faible taxation. Donc, on parle des prix de transfert de façon générale, les royalties, l'utilisation des leviers des paradis fiscaux, l'utilisation des leviers des différences législatives, c'est-à-dire pour une même réalité, on met des mots différents et donc une définition différente et donc un cadre juridique différent, selon qu'on est en Irlande ou en France. Donc, on a cette capacité des entreprises, avec des moyens souvent bien supérieurs à ceux des administrations fiscales, de contourner ou d'interpréter en leur faveur les normes. Et peut-être une fois qu'on a posé ça, vient le moment un peu difficile mais intéressant, selon moi, des définitions. Sachant que dans un premier temps, on va définir évasion fiscale et fraude fiscale en les laissant de côté par la suite. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que pour qualifier l'évasion fiscale ou la fraude fiscale, il faut à la fois arriver à démontrer qu'il y a une infraction à une loi, et d'autre part qu'il y a une volonté derrière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à part si vous avez un mail du directeur financier qui dit ah, je veux fortement frauder pour réduire mes impôts, vous ne pourrez pas en fait démontrer que vous êtes sur ce terrain-là. Et entre guillemets, c'est dans l'escarcelle du juge, là, cette partie-là. Donc, nous, en tant qu'experts du CSE, à la limite, on ne va pas s'intéresser forcément à ce champ-là, sauf si ça nous saute aux yeux. Par contre, à l'inverse, on entend souvent le discours de la part des directions, l'optimisation fiscale est parfaitement légale. Et bien en fait, c'est pas si simple. L'optimisation fiscale, c'est une zone grise. Tout ce que ça dit, l'optimisation fiscale, c'est l'utilisation de leviers pour réduire la base d'impôt. Et à partir de là, euh, euh, ces leviers, ils sont ou non légaux, mais c'est à l'administration fiscale ou au juge de le décréter. Ça veut dire qu'avant le passage de l'administration fiscale ou du juge, on n'est pas capable de dire, effectivement, on est capable de dire si l'entreprise a mordu la ligne, mais c'est bien l'administration fiscale ou le juge en cas de recours qui ont le dernier mot. Et c'est important parce que il y a une place à l'interprétation dont se servent de fait les entreprises qui est extrêmement importante. Peut-être à présent qu'on a défini le cadre général, quelques chiffres sur l'évitement fiscal pour être capable de se rendre compte effectivement de la portée et de l'impact de ces pratiques. Ah oui, peut-être un mot sur l'évitement fiscal qui est l'autre définition, sachant que c'est le terme nous qu'on préfère dans la mesure où il qualifie pas sur le plan juridique, simplement il acte une pratique qui vise à potentiellement utiliser les porosités du cadre légal au maximum. Et l'évitement fiscal, si on le chiffre, c'est au niveau mondial, d'après des travaux de Gabriel Zucman et d'autres économistes, 40% des profits qui sont logés dans des paradis fiscaux en 2019. C'est une perte d'impôt de 200 milliards de dollars à l'échelle planétaire.
Et quand on se focalise sur la France, on a un impact pareil de 42 milliards de dollars de profits qui sont logés dans les paradis fiscaux et une perte d'impôt de 13,2 milliards de dollars. Pour rappel, le ministère de la Justice a un budget qui est très inférieur à celui-là. Les économies attendues dans le cadre de la réforme des retraites sont inférieures à ce chiffre-là. Bon, ok, c'est un peu démago de le présenter comme ça, mais toujours est-il, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a une perte de moyens qui est absolument massive. Et in fine, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va en reparler ensuite, mais on parle beaucoup du partage de la valeur ajoutée. La problématique, c'est quand si on réduit de 20 à 30% l'assiette à partager, le gâteau à partager, le chiffre in fine qu'on a de montant partagé avec les salariés, il est complètement faussé en fait. Et c'est d'autant plus vrai effectivement dans les grands groupes. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, quand on regarde quelles sont les portes de sortie de cet évitement fiscal, on ne va pas forcément chercher dans un premier temps des territoires éloignés, tropicaux, qu'on peut avoir en tête naturellement. Euh, Par contre, on va avoir pas mal de pays européens. Et c'est ça qui est intéressant dans notre fonctionnement au sein de l'UE, effectivement, à l'heure actuelle. La fiscalité est une matière purement nationale. Et effectivement, il y a un certain nombre de pays qui en profitent. Et on peut citer la Belgique de façon moindre, mais principalement Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, qui sont des portes de sortie qui aident à réduire la charge d'impôt des pays parce qu'ils ont des dispositifs nationaux et en plus qui ont des conventions avec d'autres pays hors Union européenne qui sont plus favorables. Donc ça peut être aussi une porte de sortie vers des paradis fiscaux hors Europe. Mais c'est important de se rappeler que dans le fonctionnement même de la fiscalité en Europe, on a ces failles-là. Et très souvent, dans les groupes où il y a des schémas d'évitement fiscal, on retrouve des holdings au Luxembourg, aux Pays-Bas, des sièges en Irlande. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes relativement classiques en la matière. Et peut-être une question qu'on peut se poser, c'est au préalable, enfin avant de voir cette carte, c'est vrai, est-ce que la France est réellement particulièrement affectée par la problématique des prêts de transfert? La réponse est évidemment oui. Donc c'est à nouveau tiré des travaux de Zuckman, Vière et Torsloff. Et vous voyez effectivement en rouge écarlate, vous avez les pays les plus impactés à l'échelle de la planète par la problématique de l'évitement fiscal. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a la France, l'Angleterre, l'Allemagne qui sont parmi les pays les plus touchés. Et à côté de ça, on a toutes les portes de sortie. Vous voyez Irlande, Pays-Bas. Bon, on voit les petites îles Guernesey, les îles anglo-normandes. Et on voit aussi Luxembourg et un peu plus bas la Suisse. Donc, il est quand même parlant, cette carte-là est très parlante dans la mesure où elle positionne bien géographiquement les leviers d'optimisation fiscale utilisés par les groupes et l'impact sur la France. En Europe. Mm. Ouais. Donc voilà, je vais laisser la main à Elsa. Oui, donc Mathieu vous a présenté l'impact pour les finances publiques bon, qui est énorme hein, de ces pratiques d'optimisation des grands groupes. Mais il y a souvent à l'oublier quand on parle de ces enjeux-là, l'oublier, bah, c'est les salariés. Parce que on va le voir, les salariés sont également lésés à plusieurs titres. Et du coup, il y a vraiment un rôle pour les IRP de contrer ce type de pratique hein, qui va être très défavorable aux salariés. Vas-y, tu peux avancer, Oui, Mathieu? pardon. Ouais. Donc sur les salariés, on a bien sûr tout l'impact sur ce qu'on appelle les mécanismes, certains dispositifs de partage des résultats, que sont notamment la participation, puisque la participation, elle est calculée sur le résultat fiscal de l'entreprise. Donc en fait, elle est calculée sur le même résultat que celui sur lequel est calculé l'impôt. Donc plus on va vouloir baisser l'impôt en mettant du résultat dans d'autres pays, et plus, bien sûr, du coup, un des facteurs de la participation va également être amputé d'autant et va peser sur les salariés qui vont voir leur participation
amputées. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui va entraîner des choses mauvaises pour les salariés sur leur pouvoir d'achat et leur rémunération, mais c'est la chose la plus évidente, mais c'est pas seulement le cas. C'est pas seulement au niveau de la participation. Il y a également au niveau de la masse salariale et du nombre de salariés lui-même, puisque nous, on le voit à notre échelle, en fait. Quand on a des filiales françaises qui commencent à mettre en place des pratiques d'optimisation fiscale et localiser un certain nombre de fonctions dans d'autres pays, ben, voilà, les Pays-Bas, l'Irlande, etc., notamment en fait, des directions européennes qui vont être centralisées et on va enlever toute une strate de management en France pour les localiser sur ces pays-là. Bah, du coup, ça enlève de la masse salariale en France. On peut aussi, par exemple, enlever des fonctions type recherche et développement en France pour justifier en fait d'avoir quand même des activités sur ces pays, Pays-Bas, etc. et dire qu'on fait pas juste de l'optimisation fiscale, mais qu'on localise des activités là. Et du coup, on le voit sur le nombre de salariés en France. Et au-delà de ça, c'est parfois aussi quand il y a cette strate de management qui va être localisée au niveau européen, aux Pays-Bas, en Irlande. Du coup, les salariés français sont moins bien défendus et on voit des baisses et parfois même des PSE et des baisses d'effectifs en France. Et il y a une chercheuse qui, nous, on le voit voilà, sur notre échelle, vraiment d'un point de vue très empirique sur des organisations, des entreprises qu'on a pu accompagner. Mais une chercheuse, Margarita Lopez Forero, l'a regardé au niveau vraiment macroéconomique, en suivant toutes les entreprises et en regardant au moment où elles vont où elles vont mettre en place des pratiques d'optimisation fiscale, donc la localisation d'une maison mère dans un de ces pays qu'on a cité. En fait, dès la deuxième année, elle observe en moyenne une baisse du nombre de salariés de 8,6%. Donc, ça confirme vraiment ce que nous, on observait, l'impact négatif vraiment sur le nombre de salariés en France. Au-delà de ça, sur les rémunérations également, puisque bien sûr, l'idée de l'optimisation fiscale, c'est de baisser le résultat de l'entité en France. Donc du coup, les directions vont avoir beau jeu, bien sûr, de dire, bah, regardez, nos résultats sont vraiment désastreux en France, on a très très peu de résultats, etc. Alors qu'en fait, ce résultat, bien sûr, est construit pour payer moins d'impôts en France, mais du coup, ils vont se servir de cet argument-là et ça va quand même affaiblir le poids ou les arguments des représentants des salariés lors, par exemple, des NAO. Voilà, puisque quand on va quand même se baser beaucoup sur le résultat en France pour négocier des augmentations de salaire. Voilà, donc ça peut quand même fragiliser les relations sociales, le dialogue social et les déséquilibrer en défaveur des représentants des salariés. Et puis j'ai envie de dire du coup les salariés sont touchés deux fois, puisqu'ils sont touchés une première fois en tant que salariés, voilà, avec des risques sur leur emploi, avec des baisses de pouvoir d'achat, enfin, ou en tout cas un pouvoir d'achat qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être s'il n'y avait pas d'optimisation fiscale. Mais ils sont aussi touchés une deuxième fois en tant que contribuables, puisque bah, moins de recettes d'État, bah, c'est moins de services publics, c'est des États, des hôpitaux, des écoles qui sont dégradées. Donc en fait, les salariés sont vraiment perdants deux fois sur ces mécanismes-là. Alors, on a une petite question ensuite. Voilà, pour illustrer le premier point dont je parlais, vous le savez, le mécanisme de participation, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est une redistribution obligatoire d'une partie du résultat fiscal, calculé selon une formule. Dans cette formule, il y a le résultat fiscal. Donc, du coup, si on recalculait en remettant tout ce qui est, tous les résultats qui sont partis dans les autres pays, dans les paradis fiscaux, à votre avis, de combien est amputée la participation du fait de ces mécanismes d'optimisation fiscale? On a regardé ça seulement pour les groupes qui ont des structures à l'étranger, bien sûr. Alors oui, pardon, il faut que je lance le sondage. Hop. Je dis quand il apparaît. Voilà, normalement, vous Tout bon. l'avez. Ouais, c'est bon.
Bon. Donc Ouais. voilà, est-ce que, à votre avis, la participation est amputée de 10%, entre 10 et 20%, 20 et 30%, plus de 30%? Hop, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà répondu, quasiment, ah bah ouais, quasiment là, bah ça y est, quasiment, je dirais 90% des personnes ont répondu et donc vous êtes partagés entre, est-ce que vous voyez les résultats? Voilà, vous êtes Ouais. partagés, on va dire, il y en a un gros tiers qui pense plus de 30%, un autre gros tiers entre 20 et 30%, un quart entre 10 et 20% et un seul sur 10%. Oui, c'est en effet, c'est le plus, c'est au-dessus de 30%. Ouais, c'est voilà, 37%. Selon, donc bravo, hein, vous étiez quand même un tiers, plus d'un gros tiers à avoir trouvé la bonne réponse. Donc, bravo à vous et malheureusement pour votre participation, parce qu'en effet, c'était le plus haut qui était la bonne réponse avec bah, quasiment 40%. Donc, si vous avez, par exemple, 1000 euros de participation, bah, en moyenne, hein, je ne sais pas pour votre entreprise, bien sûr, mais en tout cas, en moyenne, sachez que s'il n'y avait pas ces mécanismes d'optimisation fiscale, vous auriez 1400 euros de participation. Donc, c'est vrai que voilà, c'est quand même une amputation qui est importante pour le pouvoir d'achat des salariés qui pourtant est plutôt en berne ces dernières années avec l'inflation. Vas-y, tu peux passer. C'est passé. Alors, c'est pour vous montrer un petit peu les mécanismes, hein. Sans doute que, bah, on a vu dans le premier sondage que, au final, vous vous sentez quand même tous, hein. Je crois que c'était 90%, plus de 90% d'entre vous qui pensaient avoir de l'optimisation fiscale dans votre groupe. Et si vous êtes une entreprise insérée dans un groupe avec des filiales, des maisons mères à l'étranger, je pense qu'en effet, il y a forcément à plus ou moins grande échelle des mécanismes d'optimisation fiscale. Alors, on vous a mis quelques exemples parce que vous savez, les directions et leurs conseils sont très, comment dire, créatifs et innovants sur ce genre de thématiques. Donc, on ne pourrait pas du tout répertorier. Puis parfois, c'est Mhm. quand même des schémas qui sont très complexes et techniques. Donc là, on vous a mis des schémas un peu simplifiés et pour vous donner à voir un peu les grandes idées. Donc, l'idée, hein, c'est que la filiale, hein, votre entreprise hein, qui est en France, l'idée, c'est de baisser au maximum le résultat pour le localiser dans un autre pays. Bah, comment on fait? Simplement, il peut y avoir une première technique, des management fees et des redevances élevées qu'on va payer à un pays, par exemple en Irlande. Par exemple, on met le siège Europe du groupe en Irlande et on va lui payer des management fees et des redevances qui sont élevées. Donc, ça va mécaniquement baisser les résultats. Donc, voilà, tout ce genre de mécanisme-là, c'est d'augmenter les charges. Pour augmenter les charges, qu'est-ce qu'on peut faire encore? En fait, on va pouvoir, dans les filiales de distribution, le prix des marchandises que la filiale à l'étranger va vendre à la France, qui va les redistribuer en France, en fait, les prix des marchandises, il est construit. C'est vraiment le groupe qui le fixe. Donc, plus on va fixer des prix élevés, plus le résultat en France va diminuer. Et au contraire, plus le résultat dans l'autre pays va augmenter. Un autre moyen aussi de baisser le résultat. Alors là, ça va pas forcément, enfin, ça va pas être un mécanisme avec d'autres pays, ça va être un mécanisme franco-français Mhm. avec des loyers qui peuvent être surévalués. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'il y a une SCI qui va posséder les bâtiments de l'entreprise, les magasins, par exemple, si c'est une chaîne de distribution. Et donc, ils vont facturer des loyers qui sont beaucoup plus élevés que les prix de marché. Pourquoi? Ça va baisser le résultat dans la filiale et au contraire, ça va augmenter le résultat de la SCI. Or, dans une SCI, il n'y a pas de salariés ou très peu et du coup, ben, il n'y a pas de participation. Donc, en fait, là, ça s'appelle c'est plutôt de l'optimisation sociale, on va dire, pour localiser un résultat dans une entité qui n'a pas de salariés et donc ben, en défaveur des salariés qui sont dans l'entité qui payent des loyers très très chers. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des mécanismes aussi d'endettement avec des taux d'intérêt très, très élevés qu'on va payer à la maison mère, donc pour, encore une fois, augmenter les charges de la France.
Et l'autre mécanisme, hein, soit donc pour baisser un résultat, hein, il n'y a pas plusieurs solutions, hein, soit on augmente les charges, soit on baisse le chiffre d'affaires, donc les ventes. Et ça, c'est possible quand c'est une filiale en France qui va revendre en fait hein, ce qu'elle fait à l'étranger, au groupe. Parce que là encore, c'est le groupe qui va fixer les prix auxquels ils achètent en France. Donc, du coup, par exemple, une filiale de R&D qui va facturer de manière très basse, en fait, ce qu'elle a, ce qu'elle a réalisé. Et du coup, bah, ça va baisser en France. Le résultat va être tout juste à l'équilibre, alors du coup, les profits vont être logés par ailleurs dans d'autres pays. Et peut-être un point spécifique là-dessus, sur le fait qu'il y a en plus un cadre jurisprudentiel qui est favorable aux entreprises en France, sachant que depuis une décision qui concerne le groupe Philips en 2018, euh, beaucoup de groupes pratiquent la refacturation de la R&D en déduisant les aides publiques. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un transfert quasi automatique à l'étranger du bénéfice des aides publiques. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder effectivement quand on a une activité R&D qui est significative. Ouais. Vas-y, tu peux passer. Voilà, donc qu'est-ce que tout ça fait? En fait, pour les salariés, c'est un partage de la valeur ajoutée qui est biaisé. Alors, un petit détour pour vous expliquer très rapidement ce que c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, voilà, c'est le partage on aime bien dire le partage d'un beau gâteau, comme vous avez mis là. En fait, la valeur ajoutée, c'est vraiment ce que l'entreprise va créer grâce à tous ses salariés, la valeur qui va être créée par l'entreprise. C'est-à-dire, dans l'entreprise, ce qui rentre, c'est soit la matière première, si c'est une entreprise de production, soit les marchandises, si c'est une entreprise de production. Il y a tout le travail que l'entreprise fait. Et derrière, ce qui sort, c'est le produit fini ou bien la vente dans les magasins pour une entreprise de distribution et donc le chiffre d'affaires. Et le différentiel entre ces ventes, ce chiffre d'affaires et ce qui rentre dans l'entreprise, donc les matières premières ou les marchandises, c'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est ce que toutes les parties prenantes de l'entreprise ont contribué à créer. C'est vraiment la valeur qui est créée par l'entreprise. Et donc, ce qui est intéressant hein, de regarder, c'est comment cette valeur qui est créée va être répartie entre les différentes parties prenantes. Les différentes parties prenantes, c'est qui? Ben, en premier lieu, c'est les salariés, bien sûr, hein, qui apportent leur force de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans la répartition de la valeur ajoutée? Bah, c'est d'abord leur salaire, d'abord et avant tout leur salaire, bien sûr. Et puis après, tous ces mécanismes hein, dont on a parlé, participation, intéressement, les œuvres sociales, les primes diverses, etc. Mais c'est d'abord les salaires. Et puis ensuite, il va y avoir l'État qui va prendre un certain nombre de taxes et d'impôts et puis de cotisations sociales, voilà, pour financer toutes les infrastructures, etc., dont a bénéficié l'entreprise. Les actionnaires, avec les dividendes qui sont remontés et l'action qui va prendre de la valeur. Et puis les banques, si on a emprunté, on va payer des intérêts, des charges financières. Donc là aussi, c'est des choses qui sont qui rémunèrent ben, un apport à l'entreprise. Et pareil pour le groupe, hein, on en a parlé déjà, des redevances et des fees. Et puis après, il va rester un certain nombre d'éléments que l'entreprise peut réinvestir hein, pour son outil de production, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la vision de comment la valeur ajoutée est partagée. Et si tu passes à la slide suivante, en fait tous les mécanismes qu'on a vus jusque-là, donc où le groupe va par exemple taxer, on va dire en termes de redevances et de management de fees, va prendre plus que sa part. Si par exemple ils vont vendre aussi des marchandises à l'entité française plus cher que ce que ça n'est vraiment, en fait, c'est ce gâteau-là qui se répartit qui va diminuer. Et c'est pour ça que nous, on aime dire, avant de parler du partage de la valeur ajoutée, on aimerait parler de la taille du gâteau, puisque si le gâteau
il est construit. Si avant d'en arriver à son partage, bah, il y a déjà le groupe qui a appliqué des management fees, qui a appliqué des prix d'achat très, très importants ou au contraire qui rachète très peu cher ce qui est produit, bah, ça va baisser d'autant la taille de ce gâteau à se distribuer. Donc nous, on aime partir vraiment de la valeur ajoutée. Et ça me, voilà, je fais une petite aparté aussi sur la loi, voilà, la loi un peu mal nommée de partage de la valeur qui a été parue en 2023, puisqu'en fait, on a tendance à juste confiner le partage de la valeur. Aujourd'hui, voilà, dans le vocabulaire courant, parler du partage de la valeur, c'est parler juste du partage de ce qui reste, du résultat fiscal. Or, on l'a vu, c'est construit par plein de mécanismes en amont et du coup, ce résultat fiscal, pour nous, c'est un peu les miettes qu'on se partage. Et du coup, tous ces mécanismes qu'on appelle partage de la valeur, qui sont en fait sur seulement ce partage du résultat, ils sont bien sûr importants, hein, la participation, l'intéressement, c'est super important, mais c'est vraiment pas le seul mécanisme de partage de la valeur et il faut aller plus haut, vraiment au niveau de la valeur ajoutée elle-même et des salaires. Vas-y. J'essaie de répondre en même temps aux questions. Ouais. Donc effectivement, tout ça nous amène, et il y a des questions et commentaires particulièrement pertinents, donc on va essayer de les reprendre tout à l'heure. Euh, Peut-être un point effectivement sur comment saisir de cette problématique et qui rejoint certaines questions, c'est-à-dire comment faire en tant qu'IRP pour peser sur cette problématique. On va essayer de répondre, ça sera forcément incomplet vu le temps imparti, mais n'hésitez pas à poser vos questions et on pourra développer peut-être dans la session de questions-réponses par la suite. D'abord, un constat sur le fait que souvent, les IRP, les élus de CSE, quand on discute de cette question-là, ils remontent un certain nombre de blocages, de difficultés que vous partagez peut-être ou pas, vous nous direz, sur d'une part une sous-information, voire une absence complète d'information sur la politique fiscale du groupe de la part des directions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi, nous, de notre côté. C'est-à-dire qu'on obtient les informations dans le cadre de nos interventions, mais comme canal direct aux élus, on a souvent une source d'information qui est pauvre, qui se résume parfois à un tableau, à un slide, pas détaillé, réexpliquant pas ce que sont les normes OCDE, rappelant pas le cadre légal. Ça veut dire que c'est un sujet, c'est un peu une patate chaude pour les directions, et elles évitent généralement en fait de discuter ce sujet avec les élus de CSE. D'autre part, ce qu'on nous remonte souvent aussi, c'est le fait qu'on est sur un sujet complexe et qui peut parfois rebuter les représentants du personnel, d'une part, mais aussi les directions. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est des sujets très, on va dire, il y a une grande spécialisation sur ces sujets-là, ce qui fait que souvent les directions délèguent à un conseil externe où nos interlocuteurs ou vos interlocuteurs des filiales locales sont parfois pas les interlocuteurs les plus pertinents, donc ils n'aiment pas trop ces sujets-là. Et d'autre part, le troisième point, c'est que souvent, on est confronté à une fin de non-recevoir, enfin, vous êtes confronté à une fin de non-recevoir vis-à-vis de vos directions qui mettent en avant la question de la confidentialité de ces informations de façon complètement infondée, dans la mesure où vous êtes informé, et ça nous fait le lien avec les conséquences, vous êtes informé, consulté sur la situation économique et financière de votre entreprise, mais si vous faites fi, si votre direction fait fi de l'optimisation, enfin de la politique fiscale, elle vous met complètement en incapacité d'émettre un avis éclairé dans la mesure où 9 fois, enfin 99 fois sur 100, les comptes de filiales sont complètement construits par les prix de transfert et ça va permettre de le redéfinir parce que c'était une des questions qui était posée, complètement construit par les prix de transfert. Et donc, le CSE et les IRP se retrouvent en incapacité en fait d'analyser la situation économique et financière de leur entité. Et peut-être redéfinir justement la question des prix de transfert. Les prix de transfert, c'est donc ce qui est défini par les normes OCDE, traduit en droit par l'administration fiscale de chacun des pays, et qui permet de tarifer les relations entre entités d'un même groupe
Donc, c'est toutes les relations entre les entités du groupe qui sont tarifées sur la base d'une référence au marché externe. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quel est le niveau de marge laissé sur cette activité, typiquement sur le marché libre, donc entre groupes indépendants, entités indépendantes, et on va appliquer la même réalité à cette relation entre les deux entités du groupe. C'est ça le principe général. Et ce principe fondateur, il sert à quoi? Il sert à répartir la marge entre les différents états d'intervention du groupe. Euh, euh, le groupe ayant intérêt de mettre effectivement le maximum de résultats de valeur ajoutée du côté des pays à faible taxation, les États le contrôlant sur la base des normes OCDE pour voir si ça correspond bien à une réalité de marché. Donc voilà sur le cadre général, mais c'est vraiment très, très impactant, très important, effectivement. Et entre guillemets, être consulté dans le cadre d'une filiale de groupe sur la base des comptes sociaux sans explication sur les prêts de transfert, euh, bah, c'est éminemment problématique selon nous parce qu'on commande des choses qui sont complètement construites. C'est-à-dire qu'on pourrait, enfin, une filiale peut être mise en perte sur la simple base d'évolution de règles de prêt de transfert. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça ne dit rien du niveau d'activité réelle, du niveau de profitabilité réelle pour le groupe. Ça dit, et c'est pour ça que c'est très important de connaître un peu les ingrédients et la recette de la direction pour arriver à ce résultat-là, en fait, et pas l'analyser en tant que tel. Effectivement, ce qu'on constate, c'est un peu un blackout sur ce sujet-là. Euh, Pourquoi? Parce que effectivement, on l'a dit, les directions maîtrisent peu le sujet et sont plutôt mal à l'aise, sachant que souvent c'est pas elles qui ont monté la direction de filiale, qui ont monté le modèle. Donc ça nous arrive de rencontrer effectivement des directeurs financiers qui nous disent, bah, excusez-moi, moi aussi je suis salarié. Euh, et donc le porter d'eux-mêmes, c'est pas tout à fait naturel. Simplement, si c'est pas fait, vos comptes veulent pas dire grand-chose sans cet ingrédient-là en fait. Et effectivement, il doit y avoir des informations, y compris il faut le demander dans la BDESE, sur la question des prix de transfert et probablement à partir de l'année prochaine, la publication d'un reporting fiscal pays par pays sera à intégrer à la BDESE. C'est une des évolutions suite aux négociations sur le partage de la valeur fin d'année 2023. C'est le fait que on entend beaucoup beaucoup parler en ce moment. Ah, Excuse-moi. t'inquiète. On entend beaucoup parler en ce moment des discussions autour du partage de la valeur ajoutée. Une nouvelle fois, comme pour l'information consultation sur la situation économique et financière, parler du partage de la valeur ajoutée sans parler de la manière dont cette dernière est construite, sans aller un peu dépioter les règles du jeu, ça aboutit de fait à des négociations qui sont extrêmement biaisées. Et on donnera quelques exemples peut-être par la suite, mais nous, ce qui nous semble essentiel, c'est effectivement mettre cette question de la stratégie fiscale au cœur de l'infoconsult sur la situation économique et financière du CSE, avec un axe dédié. Effectivement, si vous faites appel à un expert, effectivement, ça peut aider à poser une base solide sur laquelle vous appuyez ensuite dans les discussions avec votre direction. Et donc mobiliser l'expert du CSE en lui demandant de traiter de façon spécifique cet axe. Ça nous semble essentiel dans la mesure où une des finalités de ce travail, ça peut être de redéfinir la taille du gâteau et de rediscuter des règles de partage, en fait. Parce que si le gâteau double entre les deux photos, ça change fortement la vision sur les discussions que vous avez pu avoir par le passé sur l'épargne salariale. Donc c'est vraiment, selon nous, un enjeu essentiel. Et le dernier point, c'est négocier avec votre direction, enfin plutôt exiger le partage d'informations fiscales au CSE dans le cadre de la BDESE ou de présentations dédiées sur le sujet. Donc c'est complètement indispensable pour les filiales de groupe. Voilà. Mhm. J'avais un exemple en tête, mais j'ai oublié entre-temps. C'est pour ça que j'ai un léger bug. On peut peut-être passer à la session questions-réponses. On peut Mathieu, passer à la session questions-réponses. si tu veux, peut-être Mathieu faire, tu peux répondre. Il y a plusieurs questions en fait qui ont trait justement ce que tu viens de dire sur la fin, sur les informations disponibles, la BDESE, qu'est-ce qui change avec la loi, etc. Donc il y a plusieurs questions, Louisa, Karima.
est-ce que nous devrions comprendre que l'information concernant les autres pays va être mise dans notre BDESE à partir de l'année prochaine? Et son autre question, est-ce que nous devrions demander cette information? Alors, oui et oui, avec un bémol au deuxième oui. Oui, le reporting fiscal pays par pays devrait, je crois que c'est en attente de décret ou du passage dans le cadre d'une autre loi, mais ça a l'air ça va probablement passer dans la loi. Donc vous aurez le reporting fiscal pays par pays avec des infos intéressantes sur les effectifs, le chiffre d'affaires, le type d'activité, l'impôt payé en local. Euh, c'est des infos intéressantes que vous aurez théoriquement dans votre BDES-E à partir de l'année prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà le demander. La problématique, c'est que dans la mesure où ce n'est pas une information publique à date, les directions vous diront probablement non sur ce champ. Ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres informations qui concernent votre entité en attendant ce passage dans la loi. Typiquement, avec le détail de tous les flux intragroupes qui concernent votre entité et avec les méthodes de calcul de ces flux. Ça vous permettra de voir l'impact des flux intragroupes sur vos comptes et savoir comment ils sont construits. Et ça, normalement, c'est une info qui est due, enfin, qui est les flux intragroupes, la synthèse des flux intragroupes, normalement, c'est une info qui est due d'ores et déjà, en fait. Bonjour. Bonjour. Euh, oui, donc moi, ma question, c'était est-ce qu'il est pertinent, effectivement, de faire un audit comptable pour ça, en fait? Est-ce que ça peut apporter des choses ou pas du tout? Alors, c'est un des objectifs, effectivement, quand on intervient sur une filiale et qu'on a un axe sur sur les prêts de transfert, l'objectif, c'est justement d'alimenter euh, de futures négociations. L'idée étant que, typiquement, je vous donne un exemple tout bête, vous avez une filiale qui est en perte structurelle, vous ne touchez pas de participation depuis peut-être 10 ans. Mhm. Euh, et ben, l'idée, effectivement, dans notre intervention, ça va être de montrer que tout ça s'est construit et que potentiellement votre niveau de résultat d'après les normes OCDE devrait être positif de temps, euh, amenant le dégagement de participation. Donc l'idée, c'est bien, notre finalité, c'est bien de peser à court terme sur les négociations sur l'épargne salariale. C'est pas une garantie de gain, on y reviendra, mais simplement, c'est pour vous donner des arguments en ce sens-là. Et à terme, vous donner des arguments aussi dans les cadres de NAO, parce que ça nous arrive très souvent d'avoir des directions qui expliquent aux élus, mais regardez, on est en perte depuis 15 ans, on est complètement incapable, en fait, on ne pourrait pas décemment vis-à-vis du groupe accorder 3% ou 4% quand on est en perte depuis 10 ans. Et en Mhm. fait, quand on se rend compte que tout ça est complètement construit, euh, ça enlève quand même un levier à la direction, en tout cas dans l'argumentation. Merci. Merci pour la Merci. question. Alors, peut-être Nolwenn qui a posé une question à 11h34 sur les licenciements économiques. Oui, en fait, on est une filiale française qui est intégrée à un groupe. Et Oui. ce groupe, en fait, a fermé des filiales en Allemagne. Donc, quand vous avez Mhm. parlé, en effet, que l'Allemagne était elle aussi impactée et que bah, ils ont fermé ces groupes pour raisons économiques, je me posais la question si ça pouvait amener à étouffer justement les entreprises filiales. Est-ce que c'est un risque auquel on peut s'attendre? Oui. Oui, Tu veux répondre, Mathieu, ou je réponds comme tu comme tu veux. Bah, alors, Vas-y. du coup, je peux répondre. Ouais, on en a parlé tout à l'heure et notamment, on a cité une chercheuse qui avait travaillé sur ces sujets-là. Et nous, on le voit aussi régulièrement hein, quand on accompagne des entreprises. C'est-à-dire que quand elles vont mettre en place ce type de mécanisme, mécaniquement, en fait, ça va dessécher, on va dire, les résultats en France. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le résultat fiscal en France, il va être voilà, c'est la mécanique même et c'est l'objectif même de baisser le résultat fiscal. Donc, du coup, derrière, ça peut justifier un motif économique pour un plan social, parce que vous savez que quand on fait un plan de sauvegarde de l'emploi mal nommé, il faut justifier d'un motif économique. Donc là, bah, le motif économique, il est tout trouvé quand on a baissé un résultat fiscal, mis artificiellement une filiale en déficit. Il y a ça.
Et après, l'autre chose, il y a le fait, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'il va y avoir, comme en Europe, nous avons des paradis fiscaux, il va y avoir un mouvement, en fait, pour centraliser certaines fonctions de management, des directions, etc., au niveau de ces paradis fiscaux en Europe. Donc, on va enlever du management intermédiaire en France pour le mettre dans ces paradis fiscaux-là. Et du coup, la France, les salariés en France vont être moins bien défendus et vont être plus vulnérables face à voilà, des logiques de baisse de la masse salariale en France. Et puis, il va y avoir la volonté aussi de prendre certaines activités et de le localiser dans les pays, les paradis fiscaux européens, en disant, voilà, c'est pas juste un paradis fiscal, il y a vraiment de l'activité, etc. Et du coup, on peut assister à ce type de mouvement et du coup, bah, déshabiller en fait un certain nombre d'activités en France et conduire à des PSE. Donc oui, tout à fait, c'est des mécanismes qu'on peut voir vraiment sur le terrain. Je ne sais pas si tu veux compléter, Mathieu. Je répondais aux questions. Je ne sais pas si tu as parlé du motif économique, parce que c'est une Oui, question au périmètre français. Voilà, ouais. ouais, c'est Parce ça. que, voilà. Parce que le motif économique, dans un plan de sauvegarde de l'emploi, le motif économique, il est analysé au niveau de la France. Là où, par contre, pour les indemnités, etc., on regarde les moyens du groupe au niveau international, mais le motif économique, c'est vraiment au périmètre de la branche d'activité en France. Donc, si on assèche volontairement et qu'on Mm. baisse le résultat d'une branche d'activité en France, bah, ça justifie un motif économique pour un PSE. Et ça nous est arrivé, ça, typiquement, d'intervenir cette fois dans le cadre d'un PSE. Bon, c'était trop tard, mais avec un PSE qui était justifié par des pertes qui apparaissaient en France. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, là, c'était les prix d'achat qui étaient augmentés de 25% par le groupe, prix d'achat de Ouais. la France. Donc, la perte était construite. Euh, Tu peux peut-être répondre à une dernière question, Mathieu, si tu veux, et puis Oui, après, on arrive déjà à l'heure de fin, donc on va et prendre on répondra de une toute façon dernière question. à toutes les questions. Peut-être il y avait euh, deux questions. Il y a une question d'Olivier M, parce qu'il ne faut pas dire les noms de famille, attention. Olivier M. Mais peut-être avant, un point rapide, il y avait pas mal de questions sur qui audite quoi en la matière. Ah oui. Et c'est une question importante parce que souvent les directions expliquent ah oui, non, mais les commissaires aux comptes regardent circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, ces professionnels de la fiscalité et de la comptabilité regardent. En l'occurrence, dans les faits, les commissaires aux comptes regardent très peu la question des prêts de transfert parce qu'ils considèrent que c'est pas. Ils regardent si le contrat existe, s'il est signé, mais ils vont pas regarder le fond en fait du contrat. Est-ce que ça correspond bien aux normes OCDE? Est-ce que le statut de la filiale correspond? Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais donc le cas qu'à regarder, c'est pas une justification. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'administration fiscale, oui, elle regarde très clairement. Simplement, elle regarde avec ses moyens, qui sont plus limités que ceux des conseillers fiscaux des directions, et elle a tendance logiquement à essayer d'aller au plus simple dans ses contrôles. Ça veut dire que quand bien même elle intervient, sachant qu'elle intervient peut-être une fois tous les 4, 5, 6 ans, donc il y a des années qui passent au travers, euh, euh, d'une part, on n'est pas sûr qu'elle intervienne sur les prix de transfert. D'autre part, on n'est pas sûr que le contrôleur, si ce n'est pas un très grand groupe, que le contrôleur soit formé sur ces questions-là. Et troisièmement, on n'est pas sûr qu'elle relève tout, parce que simplement, elle va aller au plus simple. Donc, malheureusement, même quand l'administration fiscale passe dans les murs de l'entreprise, ce n'est pas une garantie absolue que le propre soit absolument fait dans les pratiques du groupe. C'est un peu complexe, mais c'était pour répondre à une question. Et Olivier M, peux-tu poser ta question? Laquelle? Parce que j'en ai posé deux. Bonjour. Ah, j'en étais resté à Sur le fisc. les possibilités des élus et la mesure de Oui, ok. tempérance, mais j'ai pas vu l'autre. Peu importe, l'autre était plus philosophique. Effectivement, la question, c'est lorsque le fisc a dit que tout était correct par rapport au prix de transfert, qu'est-ce qui restait comme possibilité des élus pour intervenir? Alors là, on va revenir, mais c'est intéressant, on va revenir au cœur un peu de la question de qu'est-ce qu'on en fait de tout ça en fait. Euh, Parce que l'objectif, c'est effectivement de négocier, de mener une direction à acquiescer, à négocier. Simplement, sur le plan juridique, malheureusement, on a eu des décisions de jurisprudence qui ont été plusieurs fois défavorables pour les salariés qui allaient demander une réparation en justice, en fait.
sur des politiques d'optimisation fiscale agressive ou d'évitement fiscal qui jouaient sur leur participation typiquement. Mais le Conseil constitutionnel tout récemment a acté que le commissaire aux comptes d'une part ne regarde pas la question des prix de transfert, enfin, c'est plus ou moins ce que ça induit, et que seule l'administration fiscale est garante des intérêts publics et privés en la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'administration fiscale qui vous garantit en cas de manque à gagner sur la participation. Et ce qui veut dire que, et le Conseil constitutionnel dit clairement que vous pouvez saisir l'administration fiscale sur la question des pratiques de vos entreprises. Et donc, la voie que ça ouvre, c'est effectivement de s'adresser à l'administration fiscale. La problématique de ce que tu soulèves, Olivier, c'est le dernier fil, enfin le bout du fil, c'est si l'administration fiscale, pour X raisons, ne redresse pas, ou eh ben, il y a une problématique parce que enfin, voilà, je conclurai pas, mais effectivement, ça supposerait d'avoir un recours impliquant l'administration fiscale. Merci. Je ne sais pas si ça répond, mais En partie, en fait, tu connais les dossiers, mais oui, la question, c'est est-ce qu'il faut aller au Conseil d'État? Enfin, donc, il faut d'abord demander gentiment à l'administration fiscale et éventuellement après, est-ce que c'est le Conseil bah, d'État? Mais peut-être l'inviter en CSE en voyant si elle se déplace ou non. c'est une bonne suggestion. Sachant que une info importante, et je crois qu'on dépasse largement, Ouais. c'est le CSE peut convoquer le commissaire aux comptes dans le cadre de l'information consultation sur la situation économique et financière, j'ai du mal. Donc, vous pouvez tout à fait le convoquer pour lui demander typiquement sur ces questions-là, quels travaux avez-vous mené sur les questions des prix de transfert? Et en plus, il est délié du secret professionnel Absolument. à votre égard. Et donc, ce que je Et suggérais à Olivier, c'est n'est-il pas possible dans la même mesure, sachant que l'administration fiscale est au cœur, quand il y a eu un contrôle, de demander effectivement au contrôleur de se déplacer pour expliquer ce qu'il a fait dans le dossier. C'est pas gagné. Mais le non. commissaire aux comptes est obligé de venir si vous le convoquez. Le contrôleur fiscal, je pense que c'est très loin d'être tranché et je pense que ça a quasiment jamais été fait de le convoquer. On arrive, oui, il est midi déjà, donc bah, c'est le moment de vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. Il y a beaucoup de questions, enfin pas beaucoup, mais quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Voilà, c'était assez dense, hein, comme vous étiez nombreux. Du coup, n'hésitez pas, hein, vous avez notre site internet syndex.fr, un fichier contact à nous recontacter, à nous appeler. Vous avez tous les numéros. Nous, on est localisé à Paris et dans 19 villes en région. Donc voilà, il y a forcément un Syndex à proximité de chez vous, où que vous soyez. Donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter si vous avez des questions sur ces sujets-là. Voilà, le webinaire, là, il va vous être envoyé, enfin, le lien sera mis sur le site internet d'ici la fin de la semaine ou semaine prochaine. N'hésitez pas à le diffuser, voilà, à le partager à qui vous voulez. Et puis à suivre toutes nos actualités sur le site internet où vous avez également pas mal d'informations, des fiches pratiques, des fiches sectorielles, etc. On essaye d'être à jour, on essaye de mettre des choses qui peuvent vous être utiles pour vos négociations et puis pour votre travail de représentant des salariés. On est donc en campagne sur le partage de la valeur et le prochain webinaire sur les rémunérations aura lieu le 9 juillet à la même heure et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site internet. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ben, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.